Il reste moins de 2 minutes de jeu. Les 15 000 spectateurs réunis en ce 28 septembre 1972 dans le Palais des Sports Loujniki à Moscou retiennent leur souffle. Pour l'instant, les Soviétiques dominent cette série du siècle. Mais les Canadiens résistent. Parviendront-ils à faire céder le géant de l'Est? L'attaquant canadien Paul Anderson arme son tir. Le gardien soviétique Vladislav Tretiak plonge. Il détourne la trajectoire mais relâche la rondelle. Le puck est repris par l'attaquant. Le gardien tente un ultime sauvetage désespéré. La suite après la pub. Le sort du monde suspendu à une rondelle. Oh mon Dieu! Mais qu'allons-nous devenir? Moque-toi. Mais l'ambiance de la guerre froide, c'était à peu près ça. Ouais, guerre froide, sur glace. C'est un peu téléphoné comme scénario. Hein. Dans les années 70, le monde est coupé en deux. Et la tension est encore grande entre l'Est et l'Ouest. Sur le plan stratégique, cependant, il y a une légère amélioration. Bon, mon coco, je propose qu'on se relaxe. Toi, camarade. Ainsi, en mai 1972, les États-Unis et l'URSS signent plusieurs traités visant à limiter l'armement stratégique. Les chars d'assaut et les missiles balistiques sont relégués au placard. Et tout naturellement, c'est le sport qui devient le nouveau terrain d'affrontement. Symbolique cette fois. Et c'est quoi le rapport avec notre match? Eh bien, le Canada est l'allié le plus évident des États-Unis. Et en matière de sport, ils font presque ménage commun. Le Canada et les États-Unis partagent plusieurs ligues professionnelles comme la MLS en football, la MLB en baseball et la NHL ou Ligue nationale de hockey. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Pour un Canadien, le hockey est canadien. C'est même l'âme et l'essence de sa nation. Depuis les débuts de l'internationalisation des compétitions de hockey, le Canada domine largement la scène. Et les Soviétiques voient ça d'un mauvais œil. On s'accorde à dire que le premier match officiel de hockey a eu lieu en mars 1876 à l'Université McGill de Montréal. Ce jour-là, plutôt que de jouer avec une balle traditionnelle, on joue avec un palet en bois, moins susceptible de quitter la surface de la glace. Dans la foulée, avec l'invention de la glace artificielle, la surface de jeu rétrécit. Quant à la première compétition, elle a lieu en 1893. Il s'agit de la Coupe Stanley, du nom de son instigateur, le gouverneur général du Canada, Lord Frederick Stanley. En Amérique du Nord, le hockey s'impose rapidement comme un des grands sports professionnels, derrière le football américain, le baseball et le basket, mais devant le soccer. Et côté soviétique? Pendant ce temps, sur les terres gelées de Russie, une autre forme de hockey se développe, le bandy ou hockey russe. Il se pratique avec une crosse et une balle sur une patinoire extérieure aussi grande qu'un terrain de football. Ce sport, qui est probablement né aux Pays-Bas, est très populaire dans la grande Europe du 19e siècle. Mais il sera assez rapidement banni en Russie, après qu'un gentilhomme a été grièvement blessé par une balle perdue. C'est peut-être une idée saugrenue, mais mettons qu'on remplace la balle par un palet. Non? Bon. Le bandy fait toutefois son retour quelques décennies plus tard en Russie, quand il devient l'activité choisie pour occuper les footballeurs pendant l'hiver. À la différence du hockey canadien, rugueux et axé sur l'exploit individuel, le bandy est un sport collectif qui mise sur la finesse. D'ailleurs, les Soviétiques snoberont longtemps le hockey canadien, qu'ils considèrent comme primitif et franchement violent. Au début de l'internationalisation du hockey, Staline refuse que son peuple participe à cette forme de compétition. Niet, niet. Sport trop individualistique, trop capitalistique. Mais dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les pays du bloc de l'Est, soucieux de démontrer leur supériorité, se convertissent aux mœurs sportives occidentales. L'adaptation ne se fait toutefois pas sans mal, notamment au niveau du matériel. Qu'est-ce que c'est que ce folklore? En 1951, l'URSS rencontre l'Allemagne de l'Est sur la glace et, surprise, les Soviétiques étrillent les Allemands 23-2. 3 ans plus tard, l'URSS remporte le championnat du monde.
Canadiens rétorquent qu'ils se moquent de cette nouvelle concurrence venue de l'Est. En fait, ils n'accordent aucun crédit aux compétitions internationales qui n'admettent pas de joueurs professionnels. Côté canadien, au contraire, le hockey est entièrement professionnalisé, notamment à travers la NHL. N'empêche, l'hégémonie canadienne touche à sa fin. Entre 1954 et 1972, l'URSS participe à 16 finales des championnats du monde et en remporte 11, dont 9 titres consécutifs. 1972, c'est pas la date de notre match, ça? C'est cette année-là que les Canadiens, exaspérés par le triomphe des Soviétiques, proposent de les affronter lors d'une série de matchs d'anthologie en dehors du cadre international. Les Soviétiques acceptent le défi, c'est la série du siècle. Ce que les Canadiens ignorent, c'est que la machine sportive soviétique est en fait très bien rodée. Les joueurs sont des employés du gouvernement. Ils appartiennent à des clubs pilotés par l'Armée rouge ou le ministère de l'Intérieur et sont soumis à une discipline de fer qui fait largement concurrence au professionnalisme des Canadiens. Mais qu'à cela ne tienne, le Canada doit gagner. Alan Eagleson, l'organisateur canadien de la série du siècle, le confirme. Tout autre résultat qu'une victoire totale sur les Russes serait une honte pour les joueurs et pour la fierté nationale. Les 4 premiers matchs de la série ont lieu à Montréal. Dans presque tous les foyers, on a pris congé pour assister à l'événement. Ah, c'est parti pour la boucherie! Premier match. À la 6e minute, le Canada mène 2-0 et fanfaronne sans vergogne. Puis, le jeu soviétique se met à se dessiner. Les joueurs évitent les charges, traversent les lignes. Leur patinage est léger, leur jeu de passe est fluide. Avant la fin de la première période, ils égalisent 2-2. Pendant la deuxième période, ils mettent les Canadiens à genoux et remportent le match 7-3. Les 18 000 spectateurs, dont le Premier ministre Pierre Trudeau, sont abasourdis. Quelle baffe! Des poupées russes! Ils viennent de se faire étendre par des poupées! L'entraîneur Harry Sinden n'en revient pas. Ah, nous étions assommés, absolument assommés. C'est à cause de la manière dont ils ont gagné, avec vitesse, finesse, des charges solides, un gardien incroyable et par-dessus tout, l'esprit d'équipe. Les Canadiens prennent leur revanche et remportent le deuxième match 4-1. Le troisième, ils font match nul. Lors du quatrième, la machine soviétique se réorganise et l'emporte 5-3. Puis la série se déplace à Moscou, où ont lieu les 4 matchs suivants. La 5e confrontation est à nouveau remportée par les Soviétiques 5-4. Les Soviétiques n'ont besoin que d'un match nul pour remporter la série. Les Canadiens sont au bord du gouffre. Lors du 6e match, Bobby Clark fracasse la cheville du meilleur joueur soviétique, Valéry Kharlamov. Le Canada remporte la partie 3-2. Pas super fair-play. Ainsi que la 7e, 4-3. La tension est immense lors du dernier match, le 28 septembre 1972. L'Est défie l'Ouest dans une ultime confrontation. On est à 5 partout. À 34 secondes de la fin, Paul Anderson marque le but qui mène le Canada à la victoire. L'honneur est sauf, le soulagement absolu. Ce n'est ni la première ni la dernière fois que l'Est et l'Ouest se défient sur un terrain de sport. De fait, c'est à cette époque que le sport devient un instrument de ce qu'on appellera plus tard le soft power. Un pouvoir doux? Cette expression désigne la capacité d'un État à imposer sa puissance par des moyens non coercitifs, par exemple par la séduction culturelle, le rayonnement idéologique ou le sport. En fait, le sport permet aux deux blocs de s'affronter sur un terrain neutre, avec des règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Et dans chacun des camps, il est l'occasion d'une démonstration de supériorité idéologique. Notre façon de conduire notre vie, de nous entraîner, notre matériel, notre force morale, nos valeurs, tout est meilleur. Et nous allons vous le prouver. Eh oui, comme le déclarait un jour l'écrivain George Orwell, le sport, c'est la guerre, les fusils en moins. Et quoi? Tu cesseras jamais de m'étonner.